Le préfet du département du Koufo était dans quelques boutiques et marchés de la commune d'Aplaroué. Un contrôle de routine du respect des prix des produits subventionnés par le gouvernement. Vous suivrez donc la satisfaction de l'autorité préfectorale dans ce journal. Il est né le parti politique Union Progressiste Le Renouveau. Ce nouveau parti est la résultante de la fusion de l'Union Progressiste et du Parti du Renouveau démocratique. Le point à suivre également. Et puis en interactualité, Raila Odinga a officiellement contesté lundi devant la Cour suprême les résultats de l'élection présidentielle kenyane du 9 août dernier qui l'ont donné perdant derrière le vice-président sortant William Ruto, assurant avoir suffisamment de preuves de sa victoire. Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal que nous démarrons par cette descente du préfet du département du Koufo dans quelques boutiques et marchés de la commune d'Aplaroué. Un contrôle de routine du respect des prix des produits subventionnés par le gouvernement du président Patrice Talon. Le constat est satisfaisant, affirme le préfet. On l'écoute. Ces contrôles sont permanents sur le terrain. Bon, nous avons vu que les prix décidés par le gouvernement sont respectés dans l'ensemble. Mais nous avons constaté que certains commerçants n'ont pas mentionné les prix sur les articles. Nous avons demandé de s'exécuter. Nous avons constaté aussi que dans les marchés, il n'y a plus tellement de farine de blé. Ça se raréfie. On n'en trouve plus. Nous avons demandé la raison. Les femmes nous ont expliqué que le produit coûte excessivement cher. On n'arrive pas à en amener à Zovec. Elles nous ont fait des doléances, à savoir qu'on se gêne pour que ces produits-là arrivent au Bénin, afin qu'ils puissent les livrer aux détaillants facilement. Pour le ciment, nous avons visité les dépôts, 117 000. Ils ont mentionné sur les portes. Nous sommes renseignés auprès de ceux qui consomment ces produits-là, ceux qui achètent du ciment. Bon, c'est le prix qu'ils nous ont signalé. Mais ils se plaignent toujours. Ils disent qu'ils vendent à ces prix-là parce qu'ils veulent suivre les institutions du gouvernement. Nous les avons remerciés. Chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. La direction, le palais des gouverneurs à Porto-Novo, le président de l'Assemblée nationale a reçu en audience une délégation d'experts comptables béninois et français. La semaine écoulée, Louis Baounou Vlavonou et ses hôtes ont évoqué plusieurs sujets, dont celui de la réétude des tests régissant l'ordre des experts comptables et comptables agréés au Bénin. Reportage. Renforcer la diplomatie parlementaire, c'est l'objet de cette visite de Mohamed Lakila, député de Bouches-du-Rhône, au cabinet du président Vlavonou. Les groupes d'amitié, puisqu'il existe des groupes d'amitié France-Bénin et Bénin-France, avec des parlementaires. Donc mon boulot, ça va être surtout de pousser un peu plus cette amitié et cet échange avec les parlementaires et avec nos collègues députés, bien évidemment, du Bénin. On a saisi l'opportunité de la visite de notre confrère député Bouches-du-Rhône pour porter deux nouvelles essentielles à la connaissance du président de l'Assemblée. La première, c'est la délocalisation au Bénin du diplôme d'expertise comptable français, dont la première session aura lieu en novembre à Cotonou. Cotonou qui est considéré là comme centre d'intérêt de la profession dans toute l'Afrique. C'est une première. Les tests qui régissent l'ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin commencent par être révolus. Une actualisation s'impose. On se doit urgemment de devenir membre de l'IFAC à part entière, au même titre que le Japon, les États-Unis et l'Angleterre, voire en Afrique, dans l'espace OADA, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Nous sommes membres associés, mais le Bénin mérite mieux, d'où on se doit de mettre les textes en conformité, parce que c'est le Bénin qui est gagnant, parce que ça draine l'économie, ça appelle les investisseurs. Au terme des échanges, les visiteurs sont tous repartis satisfaits des conseils et assurances du président de l'Assemblée nationale béninois, Louis Baounou Vlavonou.
Je l'annonçais dans les titres, le parti Union Progressiste Le Renouveau est désormais mis sur les fonds baptismaux résultant de la fusion de l'Union Progressiste UP et du Parti du Renouveau Démocratique PRD. Cette nouvelle formation politique de la mouvance a vu le jour. C'est au cours d'un congrès constitutif qui a réuni donc au stade Charles de Gaulle de Porto Novo ce dimanche 21 août 2022 les ténors des deux anciens partis politiques ainsi que plusieurs d'autres invités. Romaric Dossa pour le compte-rendu. C'est désormais chose faite. L'Union progressiste et le Parti du Renouveau démocratique n'existent plus. Les deux partis ont enfin concrétisé leur projet de fusion. Cette fusion donne naissance à un nouveau parti dénommé Union progressiste Le Renouveau. Elle est célébrée ce dimanche 21 août 2022 à Porto Novo devant une foule de militants et cadres des deux formations politiques. L'Union progressiste, le renouveau, n'est pas seulement le marqueur de la centralité social-démocrate de notre positionnement idéologique. Elle est, dans son mouvement, dans son apport et dans sa détermination, la condition de la construction durable d'un développement inclusif au plan économique et social, offensif au plan politique et stratégique, panafricain au plan des perspectives régionales. L'Union progressiste, le renouveau, doit se baser sur la confiance entre ses membres. C'est ce qui ressort du discours du désormais ancien président de l'ancien PRD, Adrien Humbedi, au cours de ce congrès constitutif. Mes chers amis de l'UP, ma volonté, la volonté du PRD est d'opposer toutes les forces de l'intelligence et de la conviction à la terrible crise de confiance dont nous sommes les héritiers. Nos compatriotes ne croient plus à la politique parce que la politique est devenue un marché de dupes permanent. Rendre confiance à ceux qui l'ont perdu, c'est le plus beau des défis, le plus grand, le plus exigeant qu'un mouvement politique comme le nôtre puisse se lancer à lui-même. Construire l'Union progressiste, le renouveau, sur la confiance. Construire une république de la confiance. Une république où chacun fait confiance à l'autre. Parce que les droits et les devoirs des uns et des autres, les mérites des uns et des autres sont reconnus et protégés et non foulés aux pieds par la méchanceté, la fourberie et la jalousie. Les autres partis politiques légalement enregistrés au Bénin sont également représentés. Un geste de soutien au nouveau-né UPR. Je voudrais faire ici un appel aux forces de l'opposition et aux forces centristes que nous devons nous inspirer de ce qui se passe aujourd'hui à Porto Novo. Nous devons nous en inspirer. Sur le logo du nouveau parti, nous voyons l'arc-en-ciel du PRD se lever au-dessus du baobab vert, enraciné dans un fond jaune. Nous lisons aussi aisément, en noir sur jaune, UP le renouveau sur un trait en courbe rouge. Quant au siège national du parti UPR, il est situé à Porto Novo, au quartier Rouemain, dans le département de Lomé. Et face à cette actualité politique au Bénin, des citoyens ont livré leurs impressions. Ils sont au micro de Romaric Dossa et Mathieu Sosso. Suivons-les. On peut dire présentement, c'est le plus grand parti du Bénin, présentement d'abord. Et ça arrange beaucoup plus chez moi le PRD. Pourquoi le PRD ne peut pas réunir les 10% qui vont lui permettre d'avoir un siège. Donc, même si c'est un seul siège qu'ils ont trouvé, d'abord, c'est un plus. Ça va un. Mais ce que je veux dire, il faudrait que ce mariage-là soit durable. Parce qu'on connaît cette épouse. Elle a trop des exigences et on a vu par le passé. Union fait la nation. Alliance pour porter le président et le candidat Zinsou au pouvoir. On a vu, ça ne s'est pas bien passé. Donc,
le PRDM n'est pas constant. S'il peut se corriger, s'il y a eu des préalables, tant mieux. C'est une joie pour moi. Seulement que le PRD a été toujours un parti qui vraiment nous déçoit. Nous déçoit. Donc si cette fusion se passe, je crois qu'il y aurait des obligations pour lui, à savoir le développement des jeunes, et à sa base, et la promotion de la femme, et aussi faire les choses qu'il faut pour que le parti ne soit plus ce que ça a été dans le passé. Tant que nous avons connu le PRD au Bénin, le PRD est un parti ethnique. Le PRD n'a que son fief dans Lomé et le plateau. Maintenant, les autres partis qui ont leur source dans leur clan ethnique aussi, est-ce que le PRD va s'imposer dans ces zones-là pour dire à Adja, je voudrais que le PRD me donne 2 députés, vous me donnez 2 députés dans le nord, ce qu'il n'a jamais eu lui-même quand il était aux actions, il va l'imposer, ce serait difficile. Ce serait difficile. Là, il y a un piège que je vais demander aux grands militants du PRD de tout faire pour que les Béninois soient confiants, les Béninoises et Béninoises soient confiants de ce qu'ils sont en train de prouver. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de voir, pour la première fois de l'histoire béninoise, le seul parti politique qui a réuni tous les partis politiques, c'est-à-dire qui a en son sein ceux qui sont pour et ceux qui ne sont pas pour, en des clans plus élevés, plus grands. On n'a jamais réussi à ramener, c'est-à-dire comme les Occidentaux le font, ceux qui sont de la gauche, ceux qui sont de la droite. Le Bénin n'a jamais réussi, ça c'est une première expérience. Et l'UP est le premier à gagner ce pari. Et j'aimerais aussi profiter de ça pour demander à l'opposition aussi d'aller à ces gens d'école-là et s'unir et laisser la guerre de personne. La guerre de c'est moi qui va être président, c'est moi qui ne va pas être président, pour vraiment s'unir afin de s'opposer pour le développement des mauvaises choses dans notre pays et œuvrer pour le développement des bonnes choses, de la cohésion nationale et du développement des fils et filles de ce pays. Le 22 août, c'est la journée internationale de la commémoration des victimes d'actes de violence basés sur la religion ou la conviction. Cette journée commémore également les victimes athées et agonistiques aux mains des zélos religieux. L'essentiel à savoir sur cette journée dans ce reportage. Célébrée le 19 août de chaque année, la Journée internationale de l'aide humanitaire honore ceux qui ont été tués ou blessés en portant secours à ceux qui sont dans le besoin, mais également ceux qui continuent d'apaiser la détresse et les souffrances de milliers d'autres. Le 11 décembre 2008, l'Assemblée générale des Nations unies a décidé par la résolution 63/139 de désigner le 19 août Journée mondiale de l'aide humanitaire afin de contribuer à sensibiliser le public aux activités humanitaires dans le monde et à l'importance de la coopération internationale dans ce domaine. Elle vise également à rendre hommage à tout le personnel humanitaire et invite les États membres, les entités du système des Nations Unies, ainsi que les autres organisations internationales et les organisations non gouvernementales à marquer chaque année cette journée comme il convient. La Journée mondiale de l'aide humanitaire trouve ses origines en Irak. Le 19 août 2003, un attentat à la bombe était perpétré contre le bureau des Nations Unies à Bagdad, provoquant le décès de 22 travailleurs humanitaires. Avant cette date et depuis lors, d'autres agents d'aide humanitaire, y compris Sergio Vieira de Melo, ont également péri. Des pertes massives ont également été enregistrées en janvier 2010 à la suite du tremblement de terre survenu en Haïti. Mais l'objectif global de cette journée est d'en faire le véritable reflet de la communauté humanitaire mondiale.
Hors des frontières béninoises à présent, Raila Odinga a officiellement contesté lundi devant la Cour suprême les résultats de l'élection présidentielle kenyane du 9 août 2022 qui l'ont donné perdant derrière le vice-président sortant William Ruto, assurant avoir suffisamment de preuves de sa victoire, figure historique de l'opposition soutenue pour ce scrutin par le président sortant Uhuru Kenyatta et son parti politique. Odinga avait annoncé son intention de contester les résultats annoncés par la commission électorale qu'il avait qualifié de parodie. Reportage. Selon Raila Odinga, le recours qu'il a déposé devant la Cour suprême s'inscrit dans son combat historique pour la démocratie contre ce qu'il qualifie de cartel de la corruption qui lui ont volé la victoire lors de la présidentielle. L'élection présidentielle de 2022 représente la tentative la plus téméraire par ce cartel pour renverser la volonté de l'électorat. Nous refusons de laisser le Kenya aller dans cette direction. Cela ne doit pas arriver et n'arrivera pas. Un total de 9 recours ont été déposés devant la Cour suprême. Outre celui de Raila Odinga, les autres ont été déposés par des ONG et des particuliers. Nous pensons que cette élection équivaut à un coup d'état civil et que toutes les règles du jeu ont été violées. Le camp de Raila Odinga assure avoir suffisamment de preuves de la victoire de ce vétéran de la politique. Nous avons la preuve que des systèmes, des réseaux, des ordinateurs portables et l'ensemble des kits électoraux ont été corrompus afin d'obtenir un résultat en faveur de M. Ruto. Le 15 août, la proclamation des résultats avait donné lieu à une scission au sein de la commission électorale. 4 des 7 commissaires avaient annoncé rejeter les résultats, reprochant au président de la commission électorale sa gestion opaque. Les Angolais sont appelés aux urnes ce mercredi 24 août 2022 pour les élections législatives qui décideront du prochain président dans un scrutin qui s'annonce serré entre aspiration au changement et peur de fraude électorale. 8 partis politiques sont en lice avec un duel attendu entre les 2 principaux partis, le Mouvement populaire pour la libération de l'Angola, parti au pouvoir depuis l'indépendance en 1975, et le plus grand parti d'opposition, Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola. Reportage. Les Angolais sont appelés aux urnes mercredi 24 août pour des élections législatives qui décideront du prochain président. Mais dans ce pays vaste, qui compte 33 millions d'habitants, une grande partie de la population se détourne de la politique. La plupart des gens en Angola ne travaillent pas, et cela a détruit la réputation du gouvernement. Il n'y a pas d'intention politique de développer le pays. Nous ne sommes pas satisfaits ou heureux des actions du gouvernement. Nous attendons davantage de sa part. Avec une économie dépendante du pétrole et en récession, l'actuel président João Lourenço a lancé des réformes ambitieuses pour diversifier les sources de revenus et privatiser les entreprises publiques. Mais peu de choses ont changé pour la majorité des Angolais. Nous n'avons aucune famille qui puisse nous aider à évoluer. Même après l'université, nous finissons par vendre des choses sur le marché, tout en payant les frais de scolarité. Après l'école, nos enfants n'ont nulle part où aller et restent à la maison. Donc si vous me demandez de voter, je n'ai personne pour qui voter. 8 partis politiques sont en lice, dont les 2 principaux, le MPLA, parti au pouvoir depuis l'indépendance en 1975, et le plus grand parti d'opposition, l'UNITA. Restons en Angola. Des milliers de personnes se sont rassemblées ce lundi à Luanda pour le dernier meeting de l'opposition avant les élections législatives de ce mercredi qui décideront bien sûr du prochain président. Adalberto
a scandé donc la foule à l'arrivée de leur champion, le dirigeant du plus grand parti politique d'opposition, l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, Alberto da Costa Junior. Reportage. Ils étaient des milliers rassemblés ce lundi à Luanda pour le dernier meeting de l'UNITA. Le principal parti de l'opposition angolaise a mobilisé ses supporters avant les élections législatives du 24 août qui décideront du prochain président du pays. À la tête du parti depuis son arrivée en 2019, Adalberto Costa Junior, 60 ans, apparaît comme le candidat le plus sérieux pour mettre un terme à la longue domination du MPLA, le parti au pouvoir depuis l'indépendance de l'Angola en 1975. L'Angola veut une nouvelle relation entre la société et l'État. Le 24, vous montrerez que vous voulez une nouvelle relation entre la société et l'État. Un large front pour l'alternance est représenté aujourd'hui sur les listes de l'UNITA. Tous les Angolais ont compris que la victoire de ce large front sur les listes de l'UNITA représente la réalisation de l'Angola, représente la réalisation de leurs rêves. Adalberto Costa Junior a clôturé la campagne en réitérant ses plaintes concernant le processus électoral. Il a souligné la confiance de son parti dans les observateurs électoraux et a précisé que le Cap-Vert est le type de démocratie que l'Angola peut suivre. José Kundi, Euronews, Luanda. Face à la hausse du prix du gaz butane, le charbon de bois est de plus en plus prisé. Une énergie alternative qui siphonne donc les forêts. Face à la grogne suscitée par cette nouvelle donne, les autorités togolaises viennent de revoir leur copie. Elles ont baissé légèrement le prix de ce produit à travers une subvention d'environ 16 centimes d'euros par kilogramme. Reportage. Le prix du gaz est au centre des préoccupations des ménages au Togo. Pour cause, il a connu une hausse vertigineuse jusqu'à 73% depuis le 12 août. Face à la grogne suscitée par cette nouvelle donne, les autorités togolaises ont revu leur copie. Elles ont baissé légèrement le prix de ce produit à travers une subvention d'environ 16 centimes d'euros par kilogramme. C'est un coup dur. La bouteille de 10 euros est passée à environ 16. La situation demeure difficile malgré la petite réduction. Il faut donc faire feu de tout bois et les consommateurs togolais optent pour des énergies alternatives comme le charbon de bois, nonobstant ses conséquences pour la préservation des forêts. Les populations sollicitent l'indulgence des autorités. On espère qu'ils ne vont pas nous créer des problèmes en interdisant la vente du charbon. Le charbon est un peu cher, mais le gaz butane l'est encore plus en ce moment. La bouteille de 10 euros est passée à plus de 16. Si le contexte mondial est souvent évoqué pour justifier la hausse du prix du gaz au Togo, les défenseurs des consommateurs exigent le renforcement des subventions. C'est vrai que le prix en international a tendance à être en hausse, mais nous pensons que les contextes dans les autres pays ne sont pas les mêmes. Le pouvoir d'achat dans les autres pays n'est pas le même que le pouvoir d'achat au Togo. Les salaires n'ont pas le même niveau et que chercher à vouloir supprimer la subvention sur les produits pétroliers et notamment sur le gaz, c'est encourager la déforestation. Les organisations de la société civile togolaise demandent au gouvernement d'abandonner le projet de libéralisation du secteur du gaz et attendent un retour au prix traditionnel de ce produit. Le chef de la junte au Mali, le colonel Assimi Goïta, a désigné dimanche un autre colonel, le ministre Abdoulaye Maïga, premier ministre par intérim en remplacement du civil Choguel Maïga, hospitalisé il y a quelques jours. Reportage. À ce stade, il est important... Changement provisoire à la tête du gouvernement au Mali. Le colonel Abdoulaye Maïga a été nommé au poste de Premier ministre par intérim par le président de la transition selon un décret lu à la télévision d'État dimanche, en remplacement de Choguel Maïga, hospitalisé il y a plus d'une semaine des suites d'un malaise cardiaque.
Abdoulaye Maïga, dans la quarantaine, était jusqu'ici ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Peu connu avant sa nomination à ce poste fin 2021, il est devenu au fil de mois très proche du patron de la transition dans son pays. Ce militaire était aussi le porte-parole de l'exécutif malien. Cette nomination consacre la mainmise des militaires sur les principales institutions du pays depuis le second putsch de mai 2021, en attendant peut-être le retour de Choguel Maïga au travail. Pour l'heure, aucune nouvelle officielle sur son état de santé n'a été communiquée. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a décrété lundi l'état de catastrophe naturelle dans les territoires touchés par de grands incendies. De son côté, le Portugal voisin, qui lutte toujours pour plusieurs feux, devrait donc annoncer une décision similaire. L'état de catastrophe naturelle est déclaré en Espagne dans les zones touchées cet été par les incendies. Ce statut facilitera le déblocage des aides aux sinistrés. 2200 personnes ont été évacuées la semaine passée dans la région de Valence, où 17 500 hectares de forêt ont été calcinés avant que les feux ne soient éteints. Le Premier ministre Pedro Sánchez s'est rendu sur place. Pour vous donner une idée, l'année passée, les incendies ont détruit 51 000 hectares de végétation. Cette année, plus de 223 000 hectares de forêt ont brûlé dans le pays. Victime comme l'Espagne d'une météo extrême cet été, le Portugal lutte encore contre les incendies dans la région de Vila-Real, au nord. En tout, 94 000 hectares ont été consumés en 2022, soit la plus grande superficie depuis les incendies de 2017, qui avaient fait une centaine de morts. C'est fini pour ce journal sur Speedline Télévision. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez nous fidèles. Et prenez soin de vous, des autres également. Retrouvez-nous sur nos différentes plateformes, Facebook, YouTube également, sur le www.speedlinetvbn.com. Portez-vous bien. Que Dieu nous garde.